Beauty Gold vous présente le journal. Un rebondissement dans l'affaire des 30 000 rondins de bois de rose malgaches saisis à Singapour en 2014. Wong Wee-keang, l'homme d'affaires responsable de l'exportation, a été récemment acquitté par la Cour suprême de Singapour, une décision prise en cour d'appel après sa condamnation en 2017. En plus d'avoir été relaxé, le tribunal de Singapour a également ordonné que les rondins de bois de rose lui soient restitués. À l'occasion de la Journée mondiale de la presse, le 3 mai prochain, l'État malgache, par le biais du ministère de la Communication et de la Culture, organisera plusieurs événements dans tout Madagascar sous le thème « La consolidation des engagements de l'État dans le respect de la liberté de la presse ». L'un de ces événements consiste à permettre à toutes les radios et télévisions ainsi que toute presse écrite de réaliser des émissions en concours avec les médias publics dans les locaux de celles-ci. La célébration sera suivie d'une cérémonie de signature relative aux autocollants de presse à la Bibliothèque nationale, siège du ministère de la Communication et de la Culture, ainsi que d'un débat télévisé retransmis en direct dans tout Madagascar sur le thème. Le Sri Lanka a multiplié les arrestations ce mercredi dans le cadre de l'enquête sur les attaques suicides de Pâques, des attaques qui ont depuis été revendiquées par le groupe djihadiste État islamique et qui ont fait près de 360 morts au dernier bilan. La police a annoncé avoir arrêté 18 nouvelles personnes lors du raid dans la nuit de ce mardi à mercredi. Elles viennent s'ajouter aux 40 précédemment interpellées. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, un rebondissement dans l'affaire des 30 000 rondins de bois de rose malgaches saisis à Singapour en 2014. Wong Wee-keang, l'homme d'affaires responsable de l'exportation, a été récemment acquitté par la Cour suprême de Singapour, une décision prise en cour d'appel après sa condamnation en 2017. En plus d'avoir été relaxé, le tribunal de Singapour a également ordonné que les rondins de bois de rose lui soient restitués. Le tribunal de Singapour a révisé son verdict. Si en 2017, l'homme d'affaires singapourien de 58 ans, Wong Wee-keang, impliqué dans un trafic de bois de rose à Madagascar en 2014, des rondins de bois de rose dont la valeur est estimée à 50 millions de dollars, a été condamné par la Cour suprême de Singapour. D'après un nouveau verdict prononcé le 8 avril 2019, il a été relaxé. Et selon cette nouvelle décision de justice, en plus d'avoir été acquitté, le tribunal a ordonné que les 30 000 rondins de bois de rose saisis lui soient restitués. Pour rappel, cette affaire a été la première à marquer le régime HVM. Elle a été à l'origine d'une polémique peu de temps après la mise en place de ce régime. La tergiversation de l'attitude manifestement floue des autorités malgaches vis-à-vis de cette affaire depuis 2014 ont jeté leur père singapourien dans un gros embarras. L'ancien ministre de l'Environnement, Antelm Rapargne, a déclaré que cette exportation était légale. Au cours du régime HVM, des documents accompagnant ces cargaisons faisant preuve de la légalité de cette exportation et signés par cet ancien ministre ont été fournis. Après qu'un problème ait commencé à faire surface entre le régime HVM et l'ancien Premier ministre Jean Ravelnariv, ce dernier a annoncé qu'il s'agissait d'un trafic illicite et que les responsables impliqués dans cette affaire devaient être poursuivis jusqu'au bout. Il est clair alors que ce trafic a eu l'aval de responsables au sein de l'État à l'époque, ce qui a permis la sortie de ces rondins du territoire. D'autre part, à titre de rappel, la branche de la société civile, Alliance Vargas, a déjà tiré la sonnette d'alarme par rapport à la corruption de haut niveau qui permet d'éviter l'arrestation et la condamnation des coupables. Plusieurs événements vont être organisés le 3 mai prochain en l'honneur de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une collaboration exceptionnelle de la presse écrite, des médias audiovisuels publics et des médias audiovisuels privés. La signature d'accords de collaboration vont marquer cette journée. Le thème choisi pour cette année est la consolidation des engagements de l'État dans le respect de la liberté de la presse. Écoutons les explications du directeur général de la communication au sein du ministère de la Communication et de la Culture. Il y aura une cérémonie de signature d'une convention
relative aux autocollants de presse, qui est une mesure de protection des journalistes avec le ministère de la Communication et de la Culture, le ministère de la Sécurité publique, le secrétariat d'État chargé de la gendarmerie et l'ordre des journalistes de Madagascar. Tous les journalistes sont donc invités à s'exprimer d'une manière saine, d'une manière légale et d'une manière silencieuse et respectueuse aussi à tout ce que veulent les journalistes, tout ce qu'ils veulent faire savoir au monde entier relativement à la liberté de la presse à Madagascar, surtout à l'exercice de cette liberté. Les citoyens aussi sont invités à prendre part à cette manifestation silencieuse parce que nous savons tous que les citoyens ont beaucoup à attendre vis-à-vis des journalistes. S'ils ont donc quelque chose à dire aux journalistes, c'est le moment ou jamais de les exprimer. La majeure partie de la journée sera marquée par la co-réalisation des émissions avec les médias privés et l'ORTM, c'est-à-dire les stations de télévision et radio publiques et privées. Donc à partir de 6 h du matin jusqu'à 22 h, il y aura donc cette co-réalisation des émissions en collaboration avec l'ORTM. Sur un tout autre sujet, la signature de la charte dénommée Tuknumen destinée aux candidats à l'élection législative se fera avant le début de la campagne électorale. Une charte qui a été élaborée pour combler les lacunes de la loi relative aux élections. Ce document diffère des précédents du fait que non seulement il concerne la période avant l'élection, mais prévoit également des dispositions pour les candidats qui seront élus. Un reportage signé Henri Florian. Pour rectifier les problèmes rencontrés depuis au sein du pays, il faut que chacun fasse sa part. Dans cet axe, les lacunes au niveau de la loi portant sur le régime général des élections et des référendums ont amené à la mise en place de la charte Tuknumen destinée aux candidats à la prochaine législative selon le conseil du Fampiavan à Malagasy. D'après les explications fournies à ce propos, la signature de ce document n'est pas obligatoire. Toutefois, les signataires seront rendus publics afin de démontrer la volonté des candidats à faire preuve de transparence. La signature de cette charte n'est pas obligatoire, toutefois nous ferons connaître publiquement qui en sont les signataires. En ce qui concerne le suivi avant, pendant et après les élections, le suivi sera strict et nous aiderons les électeurs à connaître quels candidats sont prometteurs et lesquels ne tiendront probablement pas parole en se basant sur leurs actions. Cette charte se différencie des précédentes car elle prévoit des dispositions par rapport aux candidats qui seront élus. Ce qui différencie cette charte, c'est qu'elle contient 29 articles et 14 d'entre eux sont destinés aux candidats élus afin de servir de base au cours de leur mandat et assurer qu'ils se conforment comme il le faut à leur rôle. Tous attendent de ce fait de chaque candidat qu'il soit prêt à endosser le rôle d'un député. La signature de cette charte se fera avant le début de la campagne électorale. L'Union européenne a publié un rapport sur la dernière élection effectuée à Madagascar. Selon cette organisation, de nombreux points doivent être améliorés pour les prochaines élections. Elle a également avancé de nombreuses suggestions. Yves Richard. De nombreux points méritent d'être revus pour amélioration selon le rapport fourni par l'Union européenne sur la dernière élection effectuée à Madagascar. Le suivi sur l'origine du budget utilisé par les candidats et des dépenses qu'ils effectuent, ainsi que la mise en place du statut de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, mais également une étude sur la possibilité de la mise en place de cartes biométriques afin de permettre l'usage de cartes à identifiant unique pour les élections, figurent parmi les principales suggestions de cette organisation. Ce qu'il faut vraiment, c'est tout d'abord de se mettre d'accord sur les cartes d'identité. Il y a des suggestions, et il y a d'autres pays qui ont fait recours à ça, la possibilité de faire des cartes biométriques. Maintenant, vous pouvez commencer au moins pour faire, par exemple, une étude sur l'opportunité, la faisabilité des cartes biométriques.
Si vous avez des cartes biométriques, toute la gestion des autres questions est plus facile. Nous recommandons, d'une manière un peu plus générale que je l'ai fait, l'introduction des cartes à identifiant unique qui pourrait donc être une partie de la réforme du fichier électoral. Parce que de nouveau, la question du fichier électoral, vous vous souvenez, ça a été longuement discuté, il y a eu l'audit de l'OIF, il y a eu des défaillances qui ont été constatées par un camp ou par un autre. L'amélioration du statut de la Commission électorale nationale indépendante, l'indépendance et l'amélioration des matériels fournis aux branches électorales au niveau des districts et des communes, le renforcement des suivis de la publication des résultats provisoires ou encore le renouvellement des mesures prises par rapport au temps d'antenne au niveau des médias audiovisuels privés font également partie des suggestions avancées par l'Union européenne. Avant de passer aux actualités internationales, l'ancien député du district de Mahab a été placé en détention provisoire. Il serait apparemment impliqué dans une affaire de détention illégale d'armes et de faux billets d'une valeur de 2 milliards de francs malgaches. Il a été placé derrière les barreaux après qu'une fouille ait été effectuée chez lui la semaine dernière. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Sri Lanka, le nouveau bilan des attentats revendiqués par le groupe djihadiste État islamique s'est alourdi ce mercredi à près de 360 morts. La police a interpellé 58 suspects au total. Les attentats ont été commis par 9 kamikazes, a indiqué le vice-ministre de la Défense. 8 assaillants ont été identifiés. Un reportage de France 24. Le pas décidé, sac sur le dos. Il est près de 8 heures ce dimanche de Pâques au Sri Lanka. Cet homme, filmé par une caméra de vidéosurveillance, se dirige vers l'église Saint-Sébastien de Negombo. Le voici qui entre dans l'église en pleine messe juste avant l'explosion. L'homme serait l'un des kamikazes ayant semé la mort dans 3 hôtels de luxe et 3 églises à Colombo et ailleurs dans le pays. Un commando bien organisé. Les enquêteurs recherchent d'éventuelles complicités. Nous avons trouvé au total 9 kamikazes. Environ 60 personnes ont été arrêtées à ce stade. Parmi les 9 kamikazes, presque tous identifiés, une femme. Des jeunes dont le profil se précise, l'un d'eux aurait étudié en Angleterre et en Australie. Dans ce groupe de kamikazes, la plupart d'entre eux sont très éduqués et viennent de la classe sociale élevée et de la classe moyenne. Parmi eux, 2 frères jouaient un rôle clé au sein du National Tawhid Jamaat, un mouvement islamiste local qui n'a pour l'heure pas revendiqué ces attaques, au contraire de l'organisation État islamique. Une implication en cours de vérification. Une enquête en pleine polémique au Sri Lanka. Sur cette note, 10 jours avant les attentats et même 2 heures précédant les explosions, les services de sécurité étaient prévenus de l'imminence de ces attaques. Hier soir à la télévision, le président répète ne pas en avoir été informé et annonce des mesures. J'ai l'intention de restructurer entièrement la police ainsi que le ministère de la Défense au cours de la prochaine semaine. Un dimanche de Pâques dont le bilan aurait pu être plus lourd encore. Dans un 4e hôtel de luxe, pour des raisons indéterminées selon la police, le sac à dos d'un kamikaze n'a pas explosé. En Égypte, la révision constitutionnelle controversée permettant la prolongation de la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi et qui renforce ses pouvoirs et ceux de l'armée a été approuvée par référendum à 88,83%. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Sans surprise, le oui l'a emporté à une très forte majorité. Le nombre de personnes qui ont dit oui à la révision constitutionnelle est de 23 416 741, pour un total de 88,83% des voix pour le oui. Avec une participation de 44%, les autorités insistent, le scrutin est démocratique, en précisant même le chiffre de 11% qui correspond aux électeurs opposés au projet de réforme constitutionnelle. Le référendum étalé sur 3 jours s'est bien transformé en vote de confiance pour Abdel Fattah al-Sisi. Je salue le grand peuple égyptien qui a émerveillé le monde par son patriotisme et sa conscience nationale sur les défis auxquels fait face notre merveilleux pays, l'Égypte. Cet événement formidable sera inscrit comme l'un des moments les plus glorieux de l'histoire de notre nation.
Car l'enjeu est de taille pour le dirigeant égyptien. Il permet d'allonger son mandat actuel, le deuxième, de 4 à 6 ans. Il est désormais autorisé à se présenter pour un 3e mandat, qui le maintiendrait à la tête du pays jusqu'en 2030. L'armée, solide pilier de cet ancien maréchal, se voit également attribuer un rôle politique. Pour ses détracteurs, c'est bien la bascule vers un régime autoritaire. Le référendum s'est tenu 4 jours seulement après le vote au Parlement, sans aucun débat contradictoire. Depuis 2014, date de l'arrivée d'Abdel Fattah el-Sisi, de nombreuses ONG dénoncent les entraves aux droits de l'homme. Et avant de nous quitter, faisons un bref rappel des grands points de ce journal. Un rebondissement dans l'affaire des 30 000 rondins de bois de rose malgaches saisis à Singapour en 2014. L'homme d'affaires singapourien responsable de l'exportation a été récemment acquitté par la Cour suprême de Singapour. Plusieurs événements vont être organisés le 3 mai prochain en l'honneur de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème choisi pour cette année est la consolidation des engagements de l'État dans le respect de la liberté de la presse. Au Sri Lanka, le nouveau bilan des attentats revendiqués par le groupe djihadiste État islamique s'est alourdi. À près de 360 morts, la police a interpellé 58 suspects. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.